Bonjour, je m'appelle Victor Stiner et j'ai 25 minutes pour vous parler d'un projet que j'ai écrit qui sert à traquer les fuites mémoire. Donc pour me présenter, je suis core développeur Python depuis 2010. Core développeur, c'est-à-dire que j'ai le droit de commit, mais n'importe qui peut contribuer. Ça fait 3 ans que je suis impliqué sur Unicode, Python 3 et pas mal d'autres sujets. J'ai de très nombreux logiciels libres que je vous invite à aller consulter sur ma page GitHub et ma page Bitbucket. Je n'ai pas réussi à me mettre d'accord entre Mercurial et Git, donc j'ai pris les deux. Et je suis actuellement employé par Innovance, je travaille sur OpenStack. Donc le planning, c'est de vous parler un petit peu du cheminement qui m'est arrivé, qui a fait que je suis arrivé à mon outil. Pour commencer, je ne vais pas vous parler de la mémoire RSS, les cycles de référence, comment est-ce qu'on peut calculer manuellement la mémoire en Python avec des outils dans la bibliothèque standard, les outils EPI, Pimpler et Meliae qui permettent d'automatiser cette étape-là, et pour finir, le travail que j'ai fait sur Python 3.4 pour justement automatiser ça et avoir une autre manière de traquer les allocations mémoire. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis arrivé là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non mais la mémoire on s'en fout, il y en a plein, il y a 4 gigas de mémoire, il n'y a pas besoin de s'emmerder à traquer les fuites mémoire. J'ai bossé dans une boîte qui faisait du Python embarqué, c'est-à-dire qu'on avait 50 mégas pour notre application complète, on en utilisait 45 et au bout d'un jour ça passait à 50 et ça plantait. On a essayé beaucoup d'outils, il n'y en a aucun qui a réussi à rapidement nous trouver une solution, donc j'ai fini par écrire mon propre outil. La première mesure qu'on prend quand on veut regarder la mémoire d'un programme, c'est la mémoire, ce qu'on appelle RSS, c'est Resident Set Size. C'est quelque chose qui est représentatif pour le système, c'est-à-dire que c'est la mémoire qui ne sera pas disponible pour les autres applications, c'est quelque chose qu'on prend au système, donc les autres n'auront pas. Donc justement, quand on est sur un OS, qu'on partage les ressources, l'idée c'est de minimiser la mémoire RSS pour que les autres puissent faire leur travail de leur côté. Donc côté système, c'est représentatif. Par contre, côté développeur pour traquer les fuites mémoire, c'est une mesure assez grossière. C'est-à-dire que dedans, il y a aussi les segments en lecture seule, il y a aussi la mémoire partagée. Il y a pas mal de choses comme ça qui font que la mesure, elle est difficile à interpréter. Et surtout, il y a ce qu'on appelle la fragmentation du tas qui fait que la mesure, elle peut varier sans pour autant indiquer vraiment ce qu'on utilise à un instant T. Pour vous expliquer la fragmentation du tas, c'est une version assez simplifiée du problème. C'est que là, ce que j'ai fait, c'est une version simplifiée, mais ça se manifeste de différentes manières. Donc, par exemple, on a un programme Python qui utilise 2 mégaoctets, et quand on regarde la mémoire RSS, il y a 2 mégaoctets. Donc là, tout va bien. Ensuite, on va parser par exemple un gros document XML, on va tout charger en mémoire, on va faire plein de traitements dessus. Ça va grossir, ça va passer à 10 mégaoctets. Donc là encore, tout va bien, on utilise 10 mégaoctets, on voit 10 mégaoctets utilisés par l'OS. Et quand on a fini de parser notre document XML, on va décharger le document, on décharge toutes les structures, etc. On n'utilise plus que 1,5 mégaoctets, mais le système dit qu'on utilise 10. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que si vous regardez en fait l'ordre des blocs orange, c'est les adresses mémoire. Et tout à la fin de nos 10 mégaoctets, il y a un tout petit bloc qui fait peut-être, je sais pas, 1 kilooctet ou 1 mégaoctet. Et le souci, c'est que vu qu'il est à la fin, vu comment est conçu le tas, on ne peut pas rendre la mémoire au système. Parce qu'en fait, c'est un segment continu, donc une adresse avec un début, une fin, et on ne peut pas relâcher la mémoire qui est juste au milieu. On ne peut pas faire des trous. C'est quelque chose c'est comme ça, il faut le prendre en compte. Et par exemple, quand on développe des applications et qu'on a des problèmes de mémoire, il faut éviter de faire des grosses allocations suivies de petites et que les objets soient supprimés. Il faut essayer d'écrire son programme en pensant à ce problème-là pour que la mémoire soit toujours continue et qu'elle soit exploitée au mieux. Il y a un outil qui existe en Python qui s'appelle Memory Profiler qui permet de voir visuellement comment évolue la mémoire RSS. L'idée, c'est que ça prend ça lit la valeur à chaque ligne Python et ça va montrer l'évolution. Donc là quand ça affiche 0, l'incrément de 0, c'est-à-dire que c'est la valeur de départ, c'est 5,97. Et après, on voit qu'en allouant une liste, on va monter de 7 mégas. En allouant une plus grosse liste, ça monte à 150 mégas. Et là, sur cet exemple simple, c'est assez sympa parce que dès qu'on détruit la liste, tac, la mémoire est libérée tout de suite au système, ça redescend. Après, comme dit, sur des exemples plus compliqués, quand on détruit les objets Python, la mémoire n'est pas tout de suite rendue au système parce qu'il y
y a toujours ce problème de fragmentation. Donc c'est un outil qui existe, je ne l'ai jamais essayé, mais je ne suis pas certain que ça marche sur des applications avec énormément d'objets qui soient très dynamiques avec beaucoup de threads, quoi. Alors l'autre problème qu'on a en Python, c'est que la réponse qu'on me donne souvent quand on parle de mémoire, c'est que en Python on s'en fout, on a un garbage collector, donc on peut programmer comme des porcasses, de toute façon ça va être libéré d'un moment ou un autre. Donc c'est à peu près vrai, et il y a un gros problème en Python qui s'appelle les cycles de référence. Donc les cycles de référence, c'est, pour cet exemple, en 2 lignes je peux vous l'expliquer, c'est qu'on a un objet A qui pointe vers B, et on a un objet B qui pointe vers A. Donc ça fait un cycle, parce que A pointe vers B, B pointe vers A, donc ça fait une boucle. Donc ensuite, même quand on supprime A et B, et même si on force le garbage collector à libérer la mémoire en disant prends tout ce que tu peux au système, ce n'est pas lié, c'est pas rendu. Donc pour ça, il faut modifier le code source et il faut remplacer un des 2 liens, donc soit A, soit B, en utilisant un weakref. Weakref, c'est-à-dire on dit qu'on veut une référence, mais qu'on ne va pas empêcher l'objet d'être détruit. Donc, par contre, il faut modifier tout son programme pour que tous les accès, par exemple, là, à l'objet A, en partant de l'objet B, on va devoir écrire B.A, parenthèse, c'est comme un appel de fonction. Et quand on fait cet appel-là, ça peut renvoyer potentiellement none. Et là, je vous ai pris un exemple simple où il y a juste 2 lignes A et B. Maintenant, vous imaginez bien que sur un vrai programme de 200 000 lignes, ce genre de problème, il est beaucoup plus difficile à voir parce que il faudrait inspecter chaque ligne du code Python pour vérifier est-ce qu'il y a un cycle de référence, sachant que parfois c'est une classe A qui pointe vers une classe B, qui pointe vers une classe C, qui pointe vers D, qui pointe vers 1, et on a un gros schéma énorme où ça part dans tous les sens, et c'est très difficile de s'en sortir après, quoi. Donc justement, il y a encore une autre personne qui a développé un outil qui s'appelle Object Graph, qui permet visuellement d'afficher le lien entre les objets. Donc là, par exemple, c'est un exemple volontairement simple pour que ce soit facile à comprendre. C'est qu'on a une liste de 3 éléments. Il y a 2 éléments, il y a un dictionnaire et une liste, qui eux-mêmes vont contenir d'autres éléments. Et là, par exemple, le dictionnaire et la liste contiennent le même élément, c'est une 3e liste. Et le dictionnaire contient aussi un str. Donc ça, c'est le bel exemple où tout est joli, où ça se passe bien, parce que tous les liens vont vers le bas. Et justement, le principe des cycles de référence, c'est que ça descend et que ça remonte, c'est-à-dire que ça fait une boucle, quoi. Donc j'ai déjà utilisé ce genre d'outils sur des projets. Ça marche bien quand on le cerne bien sur une classe, quand on sait exactement d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'on sent quelque part que ça ne va pas, mais on n'arrive pas, même en lisant le code source, à le représenter ou à comprendre le problème. Donc si on se concentre juste sur une classe, on peut construire tout l'arbre des dépendances de toutes les flèches. Ça peut faire un schéma qui fait, 10 mètres de large, 10 mètres de haut, c'est un truc énorme, mais on peut l'utiliser. Par contre, ça ne peut pas être utilisé sur une application complète, parce que sur une application complète avec 200 000 objets, le graphique serait trop énorme, et même si on trouve un ordinateur pour l'afficher et que ce soit rapide, c'est quand même très difficile à exploiter derrière. Alors en Python, qu'est-ce qu'on peut faire pour inspecter un peu la mémoire ? On a déjà le module GC, c'est le Garbage Collector, qui nous fournit des outils pour faire de l'introspection. Comme par exemple la première méthode getObject, ça va fournir la liste de tous les objets Python à un instant donné qui sont suivis par le Garbage Collector. Donc là-dedans, il n'y a pas tout. Par exemple, les chaînes str et les entiers int ne sont pas suivis par le Garbage Collector. Ils ne vont pas dans cette liste-là. Mais on aura les listes, les dictionnaires et tous les objets qu'on a définis nous-mêmes avec classe. Et donc ça, c'est les objets qui sont suivis par le Garbage Collector. Et après, on peut retrouver les liens. Donc justement, si je reprends ce graphique-là, les référeurs, ça va, par exemple, être pour le dictionnaire, on va dire que la liste en rouge, c'est le référeur du dictionnaire. Donc c'est la flèche à l'envers. Et le référent, justement, c'est quand on a une liste, c'est vers quoi elle pointe. Donc par exemple, là, la liste en rouge, elle pointe vers dict et vers liste. C'est-à-dire qu'avec ces 2 fonctions-là, on peut faire le graphique dans les 2 sens. Soit vers les référentes, soit les référents. Et en utilisant getObject, getRéféreur, getRéférente, on peut redessiner tout le graphique de nos objets, donc savoir qui pointe vers qui et faire un graphe complet, sachant qu'il peut y avoir des cycles dedans. Et c'est ce qui permet à des outils que je vais présenter après d'arriver à suivre la mémoire.
ID Object, ID, c'est un identifiant, et dans l'implémentation C Python, ça va renvoyer l'adresse mémoire de l'objet. Donc ça permet d'avoir un identifiant unique d'un objet, et c'est très important parce que si on a des cycles dans nos références, l'ID permet de détecter les cycles et ensuite de détecter qu'on a déjà vu cet objet-là et de ne pas le reparcourir une deuxième fois pour éviter d'entrer dans une boucle infinie. Donc ça permet de générer une clé pour ensuite identifier les objets, comme le dit son nom, ID. Et dans les nouvelles versions de Python, je crois que c'est à partir de 2.6 ou peut-être 2.7, on a 6.getSizeOf. Donc c'est comme pour ceux qui ont programmé en C, sizeOf, ça donne la type d'un objet. GetSizeOf, c'est pareil en Python, c'est qu'on donne un objet donné, ça va renvoyer sa taille. Pour montrer un petit exemple, donc on peut importer les modules GC et 6. Et là, je vais créer un dictionnaire très simple avec une clé none et une valeur, une chaîne de caractères de 10 000 caractères. Donc quand on va demander la taille du dictionnaire, en fait, c'est juste la boîte dicte. Ce ne sont pas les valeurs qui sont contenues dans le dictionnaire. Et par exemple, sur un système 64 bits, on a à peu près 300 octets. Donc ça, c'est juste la boîte. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec le garbage collector, on va suivre les références. Donc là, c'est les objets qui sont pointés par le dictionnaire. Donc là, on retrouve justement ce qui est contenu dans le dictionnaire. Et on peut faire la somme de tous les objets qui sont contenus dans le dict. Donc là, c'est la somme de la clé et de la valeur. Donc ça fait 10 000 plus 49, 49 étant la taille du type none. Ça, c'est un exemple simple. Maintenant, si on prend un exemple un peu plus compliqué, c'est un dictionnaire qui contient, pas une valeur, mais en contient 500. Donc là, la clé est différente à chaque fois. C'est un nombre entier de 0 à 499. Et la valeur est toujours la même, c'est toujours la même chaîne de 10 000 caractères. Et si on refait le même algorithme qu'avant, on se retrouve avec un dictionnaire qui fait 5 mégaoctets. Mais ça, c'est pas la valeur exacte, parce qu'en fait, en Python, on ne copie pas un objet à chaque fois qu'on le stocke dans un dictionnaire, on stocke juste une référence. Ceux qui ont codé en C, c'est un pointeur. Donc l'objet est quelque part en mémoire, et le dictionnaire va juste contenir un pointeur. Et le pointeur, c'est quelque chose de très léger, ça fait 8 octets. Donc ce qu'il faut voir, c'est il faut arriver à distinguer les doublons. Et pour arriver à distinguer les doublons, ce qu'on peut faire, c'est commencer par lister toutes les références. Donc là, si on reprend un dictionnaire, on voit que toutes les clés, toutes les valeurs, il y en a 1000. C'est 500 clés plus 500 valeurs. Et si on utilise ID justement pour distinguer les objets, on peut calculer l'ID de chaque référence avec la fonction ID qu'on applique avec map. Et ensuite, on va stocker que les valeurs uniques. Donc 7, ça permet d'éliminer les doublons. Et là, on voit qu'on passe de 1000 à 501, parce que la valeur étant toujours la même, ça fait juste 1, quoi. Et si on recalcule notre taille de notre dictionnaire, on voit qu'on a 16 000 octets. Donc avec ces outils-là, avec tout ce qui est garbage collector, size, on peut faire beaucoup de choses. Après, on peut aussi utiliser la fonction type pour connaître le type d'un objet. On peut tracer notre graphique. C'est un petit peu laborieux à faire. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 projets différents qui permettent de faire ça de manière automatique. Donc les gros principes de ces 3 projets, c'est toujours les mêmes. C'est qu'ils vont lister l'ensemble des objets Python. Donc ils vont utiliser le garbage collector et ensuite ils vont prendre tous les référents, les référentes, ils vont retracer le graphique, ils vont éliminer les doublons. Ensuite ils vont calculer la taille de chaque objet. Donc là on reprend getSizeOf et on va dire on va calculer la taille de chaque objet tout simplement. En prenant en compte qu'il y ait des cycles et qu'il faut faire attention à ça. Et ça va grouper les objets par taille. Donc là, par exemple, ça veut dire on met toutes les strings ensemble, tous les objets fichiers ensemble, tous les objets XML ensemble, etc. Et donc le résultat final d'un outil de ce genre-là, c'est que ça va permettre de lister on voit le nombre d'objets, on voit la taille et le type d'objet. Donc on voit par exemple là sur cet exemple-là, on a 1,5 mégaoctets au total qui est alloué pour tout Python. On voit qu'il y a 17 000 objets de 96 types différents. Et le plus gros consommateur de mémoire, c'est les dictionnaires. Il y a 500 kilooctets de dictionnaires. Et il y a jusqu'à 7000 chaînes de type str, chaînes de caractères. Donc j'ai utilisé Meliae sur le projet quand je bossais dans l'embarqué. Et le souci avec ça, c'est que dict, en fait, c'est juste le type de base en Python. C'est-à-dire qu'à peu près partout dans un projet, il y a des dictionnaires juste partout, quoi.
Donc, le souci, c'est d'arriver à savoir où est-ce qu'ils sont stockés. Et par exemple, quand on va déclarer un objet en Python en faisant classe mon objet, on va rajouter des attributs dedans, concrètement, les attributs vont être stockés dans un dictionnaire. Donc en fait, le type dict, il est juste utilisé partout parce que même en définissant notre propre type, on a aussi des dictionnaires, quoi. Donc avec ce genre d'outils, on a des belles statistiques, mais moi j'étais incapable de les interpréter pour arriver à partir de ça, coller ça au niveau du code pour arriver à faire le lien entre les deux et savoir à tel endroit il faut modifier le code ou le leak viendrait plutôt de tel endroit, quoi. L'autre souci de ces outils-là, c'est que ça utilise que les facilités de Python, donc garbage collector et size, pour faire les calculs de taille. Par contre, ça ne va pas tracer l'ensemble de la mémoire. C'est-à-dire que si on a des modules C qui génèrent des types et qui ne sont pas exposés par le garbage collector, les références, tout ça, on ne va pas les voir. Par exemple, quand on compresse un objet avec la zlib, la zlib c'est pour un algo de compression, on ne va pas voir les allocations mémoire qui passent parce que ça ne se représente pas par les objets Python. Et le gros souci, c'est d'arriver à faire le lien entre les types tuple, dict, str, etc. et le code source en face. Donc c'est pour ça que, mis bout à bout, moi j'ai été complètement bloqué. J'avais regardé avec des collègues pour essayer de voir un peu où sont stockés les dictionnaires, parce qu'après il y a aussi des outils qui s'appellent Run Snake Run pour Melia qui permettent visuellement d'afficher tous les objets et on peut naviguer dedans. Par exemple, on peut voir qu'un dictionnaire va contenir des listes et des chaînes de caractères. Quand on va rentrer dans la liste, on voit qu'il y a d'autres tuples, qu'il y a d'autres listes, donc on voit un peu la structure. Mais ensuite, pour le coller en face du code, pareil, c'est très difficile, quoi. Là, je vous ai mis les adresses des projets. Vous pouvez retrouver ma présentation en ligne si vous voulez cliquer sur les liens. Et donc pour arriver à faire ce que je voulais, ce que j'ai fini par faire, c'est modifier Python. Donc pour modifier Python, on fait quelque chose qui s'appelle une PEP, c'est une proposition d'amélioration de Python. Et là, j'en ai fait une sur les allocateurs mémoire. Donc en fait, c'est qu'en 2008, il y avait déjà quelqu'un qui est venu proposer quelque chose, qui bossait sur le projet pour Nokia sur des tablettes qui s'appellent S60, je crois. Et il voulait utiliser un allocateur spécial parce que dans l'embarqué, parfois, on ne peut pas réutiliser malloc. On a un allocateur dédié au hardware qui alloue de manière un peu différente la mémoire. Et moi, j'avais un besoin différent. C'était pas remplacer complètement l'allocateur, c'était me hooker sur l'allocateur. C'est-à-dire que à la fin, je vais appeler malloc, mais entre-temps, je veux rajouter mon bout de code pour faire des traitements avant ou après l'allocation. Donc ce que j'ai proposé, c'est deux fonctions. C'était getAllocator pour avoir l'allocateur courant et setAllocator pour remplacer l'allocateur. Et en utilisant get et set, en fait, on va pouvoir chaîner les appels pour que mon code soit appelé et qu'ensuite ça appelle l'ancien allocateur. Et cette PEP a été acceptée, elle a été implémentée dans Python 3.4, donc vous pouvez l'utiliser pour la prochaine version publiée. Et en utilisant cette PEP, ce que j'ai réussi à faire, c'est c'est arrivé à récupérer la traceback Python. C'est-à-dire que justement, vu que j'arrive à appeler du code avant d'allouer la mémoire, ce que je fais, c'est que la mémoire est allouée, et quand elle est allouée, je vais demander à Python, tiens, en fait, où est-ce que tu es en ce moment ? Donc il y a beaucoup d'outils en interne dans Python pour savoir où est-ce que la mémoire est allouée. Donc on peut demander un objet qui s'appelle thread state, qui va donner l'état du thread, ça donne une stack. Et à partir de la stack, on va passer à la stack précédente, puis la stack précédente. Ça permet de récupérer toute la pile d'appels. Et à chaque frame, on a deux informations essentielles, c'est le nom du fichier et le nom de la ligne. En fait, j'avais déjà codé un projet qui s'appelle Fault Handler. C'est un outil qui, en cas de crash dans Python, va afficher la traceback. Donc c'est par exemple, là, on aurait eu un crash et ça va dire le crash est arrivé à la ligne 142. Donc c'est un code qui est implémenté en C, parce que c'est en C qu'on peut accéder à ce genre d'objet. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on pourrait reprendre le concept de prendre la traceback et le mettre sur l'allocateur mémoire. Donc là, mis bout à bout, on peut voir qu'il y a, dans le module support, à la ligne 142, il y a un objet de 768 kilooctets qui est alloué. Et on peut retrouver la pile d'appels, donc voir que cette ligne-là était appelée par la ligne 206. Et comme ça, on peut très facilement savoir d'où vient la mémoire. Parce qu'au final, moi, ce qui m'intéresse, je m'en fous un petit peu du type, ce que je veux savoir, c'est qui prend de la mémoire, qui en prend le plus, et d'où est-ce qu'elle vient, quoi.
Bien sûr, à partir de la traceback, on peut réafficher le code Python pour afficher la traceback complète. Mais ce que je vous ai affiché là à l'écran, c'est exactement ce qui est stocké dans mon outil tracemalloc. C'est-à-dire qu'on a le nom du fichier, la ligne et la taille. Ça, c'est les informations de base. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là? Ce qu'on peut faire, un truc sympa, c'est calculer les statistiques pour chaque ligne. Et on va dire, telle ligne Python, il y a tant d'objets qui ont été alloués de telle taille. Donc là, par exemple, on va dire que dans line cache, il y a 225 kilooctets qui ont été alloués. Et par exemple, quand j'ai vu ce graphique-là, je ne savais même pas qu'il y a un module line cache qui existait et qu'il allouait autant de mémoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dès qu'on affiche une traceback Python, le module line cache il va lire le code source du module Python, il va le stocker en mémoire pour ensuite afficher la traceback. Il y a un cache, comme le nom du module l'indique, c'est line cache. Et ce cache, il n'est pas vidé automatiquement, donc petit à petit, il va grossir et c'est de la mémoire qu'on pourrait utiliser pour faire autre chose, quoi. On peut aussi faire des snapshots avec tracemalloc. Donc on va prendre un snapshot à un temps t, puis on va le refaire dans 1 heure, dans 2 heures, 3 heures. Et on peut calculer les différences entre les deux. Donc là, par exemple, on peut voir qu'à la ligne 4, il y a 5 kilooctets qui ont été libérés. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est qu'à la ligne 20, il y a 600 octets qui ont été alloués. Et si on prend des snapshots sur une durée assez longue, on peut voir les lignes qui allouent le plus de mémoire. Donc le statut du projet, c'est qu'il est disponible sur PyPy, vous pouvez déjà l'utiliser. Et le problème, c'est que pour les vieilles versions de Python, il faut patcher votre interprète Python, et il faut le recompiler, et potentiellement, il faut aussi recompiler toutes vos extensions codées en C. Donc c'est un petit peu contraignant parce qu'on n'a pas l'habitude de recompiler son Python pour ses besoins. Et il y a des patchs pour différentes versions de Python. Donc là, je n'ai pas encore tout fait, mais à terme, il y aura de 2.5 jusqu'à version 3.3. Mais surtout, moi, ce que je veux, c'est que ça rentre directement dans Python. Donc, j'ai fait la PEP 454, qui est la proposition d'intégration de ce module-là. Donc, déjà, le statut, c'est que la PEP précédente, les hooks ont été implémentés. Donc, ça, c'est une bonne chose, parce qu'on n'aura plus besoin de recompiler Python. La PEP en cours, elle est à l'état de brouillon. L'implémentation est prête, et le brouillon, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de modifications, et c'est quelque chose qui est contraignant pour moi, parce que chaque fois, il faut que je modifie le code, que je prenne en compte l'avis de chacun, mais par expérience, la qualité de l'API sera vraiment, vraiment meilleure à la fin. Le code est portable, il marche sous Windows, Linux, FreeBSD, etc. Le gros avantage, c'est que ça marche partout, alors qu'il y a des outils qui sont vraiment très spécifiques à l'implémentation de l'OS ou de Python. Bien sûr, c'est un outil de debug, donc les performances sont 2 fois plus mauvaises et ça prend 2 fois plus de mémoire. Mais après, ce que je peux vous dire, c'est que quand on met 3 semaines à isoler une fuite de mémoire, avoir un outil comme ça qui donne la réponse en 1 jour, même si c'est plus lent, franchement, on gagne beaucoup de temps de dev. Et ce module-là est pérenne parce qu'il va être intégré dans Python, donc il va suivre aussi l'évolution de Python, donc on va pouvoir continuer à l'utiliser, quoi. La suite du projet, c'est que il faut faire accepter la PEP. Parce que là, c'est encore à l'état de brouillon, et la version 3.4, elle va être figée fin novembre, donc on ne pourra plus rajouter d'autres choses en fin novembre, donc là, je me dépêche. Je vais aussi mettre à jour les projets sur PyPy pour que la nouvelle API soit aussi disponible sur la version, pour les vieilles versions de Python. Et des améliorations possibles, ce serait par exemple des outils pour générer des graphiques en fonction du temps, pour voir l'évolution de la mémoire totale ou l'évolution d'une ligne précise. Et bien sûr, des interfaces graphiques pour facilement exploiter les données ou générer des graphiques comme ça. Si j'ai encore un peu de temps, je peux vous expliquer les process de PEP. Donc, par exemple, pour la première API, les API sur malloc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un ticket qui était ouvert en 2008 par quelqu'un de Nokia. Moi, j'ai fait un patch en mars 2013. J'ai attendu quelques mois, j'ai eu des retours, j'ai pushé mon code. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que parfois, on demande de reverter le code parce que c'est un changement sur un élément super critique, l'allocateur mémoire. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé de le reverter, donc j'ai reverté, j'ai écrit une PEP. Et l'avantage de la PEP, c'est que l'API était bien meilleure à la fin et on a pu avoir un code de meilleure qualité. La PEP permet aussi de documenter le travail pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette API-là. Ça a été géré par Antoine Pitrou et donc ça a été accepté. Et la PEP en cours, au début, la première version, elle ne stockait qu'une frame, donc elle stockait juste le nom du fichier courant et la ligne courante. Et donc la première proposition qu'on m'a faite, c'était de stocker toute la stack, la traceback,
Par exemple, on peut dire on stocke 100 niveaux et du coup ça permet d'exploiter beaucoup plus facilement les données, on stocke plus d'informations. Et on m'a demandé de supprimer énormément de code pour avoir une API très minimaliste mais qui fait exactement ce qu'il faut. Le code a été généralisé, il est de plus haut niveau. J'ai eu des échanges avec Christian, c'est un Islandais qui a travaillé sur un outil très similaire mais sur PlayStation 3. Donc les processus de PEP, ça permet aussi de faire des échanges pour voir un petit peu quels sont les différents cas d'utilisation. Parce que moi j'avais un besoin très, très précis, mais c'est bien de généraliser le problème pour que ce soit réutilisable. Et c'est Charles-François Nathalie, un core développeur français qui est mon PEP Delegate, c'est-à-dire c'est la personne qui va valider la PEP. Et donc je suis le restaurant avec lui cette semaine pour essayer de finaliser les derniers détails, essayer de le soudoyer un petit peu. Et il avait l'air assez content, donc je suis assez confiant que ce soit fini à temps. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Il y a un micro qui passe. Alors, qui veut poser une question? Qui veut? Ouais. Hello, je voulais savoir si ta PEP prend en compte les autres implémentations de Python, genre PyPy ou Jython ou ce genre de trucs. Et sinon, comment la communauté réagit quand tu proposes un truc qui serait très spécifique à ces Python? Alors déjà, la PEP spécifique, cet outil a été écrit pour ces Python et potentiellement ne sera pas disponible dans les autres implémentations. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans la JVM, il y a un Moving Garbage Collector qui est une autre technologie. Et je ne sais pas si on peut aussi hooker l'allocateur mémoire et hooker le fait que les objets se déplacent dans la mémoire pour arriver à les tracer. Mais sur le principe, dès lors qu'on peut se hooker sur l'allocateur mémoire et appeler du code avant ou après, c'est potentiellement possible, quoi. Maintenant, personnellement, je ne suis pas impliqué dans les autre projets, IronPython, Jython et PyPy, donc je ne sais pas ce qu'il en est, quoi. Mais je pense que le principe est assez généraliste pour qu'il puisse être réimplémenté dans d'autres implémentations, quoi. Mais comment ça se passe pour les allocations mémoire qui sont faites dans les modules, justement? Est-ce qu'il y a... J'ai pas trop regardé de ce côté-là, mais est-ce que c'est possible de récupérer... si toi, tu as hooké l'allocateur, est-ce que les modules ils peuvent récupérer l'allocateur hooké pour que ça puisse être tracé aussi dans ton module? Quand tu dis module, c'est quelque chose qui est développé en C? Oui, si maintenant je développe un module en C, est-ce que si j'utilise trace-malloc, après, il sera capable de trouver que les allocations ont été faites dans mon module? Alors le principe, c'est que mon hook il s'installe sur les allocateurs mémoire Python. Donc si tu utilises directement malloc, mon trace malloc ne va pas le voir. Par contre, j'ai fait un travail de fond aussi dans Python pour que, par exemple, la zlib ou dans d'autres modules C, ils réutilisent maintenant l'allocateur Python. C'est-à-dire j'ai fait un travail pour qu'on n'appelle plus directement malloc, mais la fonction Python, qui permet de se hooker dessus. Donc par exemple, la mémoire allouée par zlib peut maintenant être tracée par trace malloc. Et indirectement, même si on n'a pas le nom de la fonction C, souvent le module avec la traceback Python, on peut très facilement voir qui l'a alloué. Par exemple, avant on m'a parlé de ReportLab qui est développé en C et mon outil ne permet pas d'afficher la traceback C, mais si dans le code on voit qu'à la ligne 37 on appelle reportlab.generatePDF, ben on saura que ça vient de ReportLab, quoi. D'autres questions? Oui, il faut parler fort devant. Non, j'arrive avec le micro pour la vidéo. C'est pas la première fois qu'on voit du hook sur malloc. Il y a beaucoup d'outils qui utilisent ça, en particulier Valgrind. Est-ce que tu as pensé à, bon, c'est peut-être pas dans un premier temps, mais à essayer de mutualiser cette instrumentation de malloc et éventuellement que le traitement soit fait en dehors de l'interpréteur Python? Justement, peut-être pour essayer de résoudre le problème qui vient d'être décrit. Parce enfin, moi, ça fait peut-être une dizaine d'outils que je vois qui travaillent qui redéfinissent malloc et en fait qui sont des hooks dessus. Déjà, le gros problème des outils existants, c'est qu'ils fournissent la traceback en C. Donc on ne peut pas reprendre les outils tels quels comme Valgrind ou comme Electric Fence ou Numa, ou il y a beaucoup d'autres projets comme ça qui permettent de récupérer la traceback. Parce que dans Python, en fait, toute la mémoire est allouée dans la fonction pi même malloc. Et donc on dirait que 100% des objets sont alloués à la même ligne, donc c'est pas très exploitable.
Par contre, le principe de tracemalloc, c'est juste que ça fournit les données brutes. Donc après, c'est bien ce que je dis à la fin. La suite, c'est de développer des outils pour les exploiter. Et là, je pense qu'effectivement, par exemple, CacheGrind ou StankRun ou d'autres outils existants pourraient potentiellement réexploiter les données pour les afficher de mémoire graphique et faire les interpréter. Mais le souci, c'est que tracemalloc, c'est quelque chose de très bas niveau et il fallait une glue dans le code C directement pour récupérer la traceback Python. Donc ça, c'était un travail qui ne pouvait pas être réutilisé. Mais bien sûr, tout ce qui est exploitation pourrait être réutilisé, quoi. Je propose qu'on s'arrête là. Donc merci Victor.